C'est parti pour ce dernier épisode dédié aux obligations. Dans ce dernier épisode, on va particulièrement échanger, réfléchir, essayer d'apporter un peu plus de réflexion autour des obligations de manière générale. J'ai toujours avec moi Antonin Loriot, qui est conseiller en gestion de patrimoine et également auteur du blog apprendre à investir.net. Donc Antonin, la première question que j'ai pour toi sur ce dernier épisode, c'est au niveau de la fiscalité des obligations. C'est un sujet qui n'est pas forcément qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est? Oui, bien sûr. Alors pour les obligations, on va avoir deux types de revenus possibles, deux types de gains possibles. Donc le premier, ça va être les intérêts, donc les coupons distribués par les obligations. Donc ça correspond au paiement régulier qu'on reçoit, notamment si une obligation est en direct ou via un fonds obligataire distribuant. Et le second type, ça va être les gains en capital. Donc là, ça va être la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une obligation ou d'un fonds obligataire. Et ça va être un petit peu les deux types de gains qui vont générer de la fiscalité. Alors quand on parle de fiscalité, on va avoir les prélèvements sociaux qui sont actuellement à 17,2%, sachant qu'on est avant élection, donc peut-être que ce taux va évoluer d'ici quelques temps. Et à côté de ça, on a l'impôt sur le revenu qui est soumis soit au barème progressif de l'impôt, ou alors on a la flat tax qui permet de plafonner à 30% tout en incluant les prélèvements sociaux. Et donc, à la fois les intérêts, donc les coupons et les gains en capital des obligations sont soumis à cette fiscalité-là, donc la même fiscalité dans les deux cas. Est-ce qu'il y a une meilleure enveloppe fiscale pour investir dans les obligations? Le PEA, par exemple, c'est une excellente enveloppe du point de vue de la fiscalité, mais qui va pas être idéale pour les obligations, parce que comme son nom l'indique, PEA, ça veut dire plan d'épargne en action. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas ou très très peu d'obligations disponibles. En fait, concrètement, il va y avoir qu'un seul ETF obligataire éligible au PEA avec des frais assez élevés en plus, donc c'est pas forcément idéal. À côté de ça, on a l'assurance vie et le plan d'épargne retraite, qui sont des bonnes enveloppes pour détenir des fonds obligataires, du fait à la fois de leur fiscalité avantageuse. Donc pour l'assurance vie, on a un avantage fiscal en sortie au bout de 8 ans, et pour le PER, c'est l'inverse, on a un avantage fiscal en entrée puisqu'on peut défiscaliser une partie de l'argent qu'on place, mais on n'a pas d'avantage fiscal à la sortie. Donc ça, c'est un type d'enveloppe qui est assez intéressant pour détenir des obligations. On trouve des fonds obligataires dans toutes les assurances vie et dans tous les plans d'épargne retraite également. Et aussi, on a le CTO, donc le compte titre ordinaire, qui est aussi une très bonne enveloppe pour détenir des fonds obligataires. On va avoir plus de choix que partout ailleurs, même plus de choix que sur les assurances vie. On va aussi avoir les fonds obligataires les moins chers du marché. On va aussi pouvoir trouver des obligations individuelles, ce qui n'est pas forcément possible en assurance vie. Par contre, l'inconvénient du compte titre, ça va être la fiscalité qui va être présente dès qu'on va revendre une obligation ou qu'on va percevoir un coupon. Tandis que dans une assurance vie, si on revend un fonds obligataire, tant que ça reste dans l'assurance vie, il y aura pas d'événement fiscal, on va pas être imposé sur les éventuels gains aux capitaux. Alors sur le compte titre, on va quand même pouvoir éviter la fiscalité dans un certain cas de figure. C'est lorsqu'on est en phase d'accumulation, on peut éviter la fiscalité pendant des années, voire des décennies. Pour ça, il faut à la fois opter pour un fonds obligataire qui va être capitalisant, donc qui va pas nous distribuer des coupons, parce que si on en reçoit, on va être imposable dessus. Et il va aussi falloir procéder à des rééquilibrages de portefeuille par versement plutôt que par revente. Alors là, j'entends si par exemple on a un portefeuille sur compte titre avec une poche action et une poche obligation, peut-être qu'une fois par an, on va vouloir rééquilibrer notre portefeuille. Par exemple, une année, si les actions se sont crashées et que nos obligations ont pris un peu de valeur, on va vouloir revendre une partie de nos obligations pour racheter des actions. Sauf que si on fait ça, on va concrétiser des plus-values sur notre partie obligataire. Donc on va être imposé là-dessus. Et pour éviter ça, on peut simplement faire un rééquilibrage par versement. Donc plutôt que de revendre nos obligations, on va simplement se contenter de racheter des actions pour équilibrer, pour éviter d'avoir à revendre nos obligations. Ça, c'est quand même possible, mais dans une certaine limite, parce que plus
plus notre portefeuille est capitalisé, moins c'est facile de rééquilibrer par versement. Voilà, donc je me suis un peu, j'ai donné plus d'explications sur le compte titre, mais voilà, pour revenir un peu en arrière, on va plutôt avoir des fonds obligataires qui vont être disponibles sur assurance vie ou sur compte titre qui vont être les principales enveloppes pour détenir des obligations. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres risques, enfin des risques dont on n'a pas encore parlé, hein, associés à l'investissement dans les obligations? On a parlé, voilà, la corrélation par rapport au taux. On a parlé du risque de faillite, enfin de l'émetteur, etc. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'avait pas encore parlé? Si on essayait de faire un petit récap en fait, tu vois, des risques principaux. Bon, je pense qu'on les a déjà tous un petit peu effleurés dans les épisodes précédents, mais effectivement, ça peut être intéressant de faire un récapitulatif. Donc, les principaux risques qui sont associés aux obligations, ça va être d'une part les taux d'intérêt, hein, le risque de taux d'intérêt, de variation des taux. Donc, c'est un risque qui survient lorsque les taux d'intérêt ils augmentent. Et donc, les prix des obligations va varier dans le sens inverse des taux d'intérêt. Donc, les obligations, la valeur des obligations va baisser lorsqu'on va avoir une hausse des taux. Voilà, donc ça va être un premier risque qui peut entraîner des pertes. Le deuxième risque, c'est le risque de crédit. Là, c'est tout simplement le risque que l'émetteur de l'obligation ne puisse pas honorer le remboursement de l'obligation, voire dans une moindre mesure qu'il puisse pas honorer le paiement des intérêts. Donc c'est un risque qui est uniquement lié aux obligations. On a aussi le risque d'inflation, donc l'inflation qui va éroder le pouvoir d'achat des paiements d'intérêts fixes reçus par les obligations. Par exemple, si on a une obligation qui distribue un coupon de 3% de la valeur de l'obligation chaque année et que tout d'un coup l'inflation passe de 1% à 5%, on va se retrouver avec une inflation à 5% et un coupon à 3%. Donc on va avoir un rendement net positif, mais net avant inflation, et il sera négatif en prenant en compte l'inflation. Donc en fait, les obligations peuvent parfois ne pas protéger efficacement contre l'inflation, mais c'est pour ça qu'il existe d'ailleurs des obligations indexées sur l'inflation, hein, dont on a déjà parlé. Donc ça, c'est un type d'obligation qui va pouvoir s'adapter en cas de mouvement brusque de l'inflation, parce que si l'inflation bouge rapidement, souvent les taux d'intérêt vont bouger aussi un petit peu en parallèle, et donc ce type de fonds obligataire va pouvoir s'adapter un petit peu et arriver à suivre plus ou moins l'inflation et à éviter de se retrouver avec une épargne qui va être rognée par l'inflation. Et enfin, le dernier risque dont on a aussi un petit peu parlé, ça va être le risque de liquidité. Donc ça concerne plutôt les obligations individuelles qui peuvent être parfois difficiles à revendre rapidement, ou alors qui vont pouvoir être vendues mais avec un prix assez réduit si la demande à ce moment-là est beaucoup moins importante. Donc ça va peut-être plutôt concerner des obligations des sociétés ou les obligations des marchés émergents qui sont déjà intrinsèquement un peu plus risqués. Mais voilà, ce risque de liquidité, il peut entraîner à la fois des coûts de transaction plus élevés au niveau du courtier, mais aussi un écart un peu plus élevé entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc le spread peut être un peu plus élevé en période de tension sur la liquidité. Donc ça, grosso modo, ça va pouvoir entraîner des coûts un peu plus élevés en cas de revente à ce moment-là. Et alors, faut pas oublier les risques qui sont communs avec les actions. Donc il y a certains risques obligataires qui sont identiques aux risques qu'on va voir sur les actions, comme le risque de change, hein, si on possède des obligations qui sont libellées dans une autre devise que celle qu'on utilise au quotidien, on a aussi un risque de change. Donc par exemple, si j'achète des obligations américaines, euh, donc tous les risques précédents sont là, plus le risque de change, donc le risque de variation entre l'euro et le dollar va être ajouté en plus. C'est pour ça qu'habituellement, j'ai quand même tendance à conseiller d'acheter des obligations qui sont soit libellées en euros, soit hedgées en euros. Donc par exemple, un fonds obligataire qui investit dans des obligations américaines, donc en dollars, mais qui va être hedgé en euros, il va neutraliser le risque de change. Donc ça va revenir à avoir des obligations qui vont être directement libellées en euros. Voilà, ça évite d'introduire un risque supplémentaire au niveau des obligations.
justement au niveau des risques des obligations, est-ce qu'il y a une notation, enfin une grille en fait qui permet facilement pour tout un chacun en fait de comprendre le niveau de risque lié à une obligation ou à un fonds obligataire? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on va pouvoir déjà regarder dans un fonds obligataire, c'est la qualité du crédit. Alors ça, on en a un petit peu parlé, donc ça, on revient en fait à l'évaluation par les agences de notation de la qualité des obligations. Donc ces agences vont attribuer des notes, hein, donc qui vont aller de triple A jusqu'à C ou D. Et donc, bah, si on veut limiter le risque de non-remboursement, on va plutôt se diriger vers des obligations très bien notées, donc plutôt de qualité investment grade, hein, donc c'est tout ce qui est au moins triple B, donc tous les A plus triple B. Voilà, ça va être des obligations qui vont être considérées comme étant plus sûres. Il y a un deuxième point qui va être l'indicateur de risque. Alors ça, c'est un chiffre hein, qui est basé sur une échelle de 1 à 7 et qui est présent dans le document d'information clé des fonds. Voilà, chaque fonds, qu'il s'agisse de fonds d'action ou de fonds d'obligation, va avoir un document d'information clé qui est rattaché au fonds. Et dans ce document-là, ben, il y a une échelle de risque qui est indiquée, donc qui va de 1 à 7, 1 pour le moins risqué jusqu'à 7 pour le plus risqué. Et donc, bah, ça va nous renseigner sur est-ce que j'ai des obligations en portefeuille qui vont être plutôt risquées ou plutôt pas risquées. Et alors, pour donner un petit exemple, donc les fonds monétaires qui vont être des obligations à vraiment très très court terme, donc de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, vont être notés 1 sur cette échelle de risque, donc vraiment un risque minimum. Les obligations à court terme, souvent, vont être notées entre 2 et 3. Et sur les obligations à long terme ou les obligations high yield, donc les obligations high yield qui ont une qualité du crédit un peu dégradée, là, on va avoir des notes qui vont aller jusqu'à 4, donc 4 sur 7. Ça commence à être un risque assez significatif sans être maximal, mais qui est quand même présent. Alors, à côté de la qualité du crédit, on a aussi l'échéance, hein. Je parlais juste avant d'obligations à long terme, mais l'échéance d'une obligation, ça va nous permettre d'estimer sa sensibilité par rapport au risque de taux. Donc, si on veut limiter le risque de taux, bah, on va plutôt se diriger vers des obligations à court terme. Et si on est prêt à prendre ce risque-là, donc le risque de variation de taux d'intérêt, on va plutôt aller sur des obligations à long terme. Mais rien que de savoir quelle est la maturité moyenne des obligations dans un fonds, alors souvent c'est dans le nom du fonds, hein, obligations government bonds de 7 à 10 ans, bah, on va avoir des obligations qui ont une durée de vie comprise entre 7 et 10 ans. Donc soit c'est indiqué dans le nom du fonds carrément, et si c'est pas indiqué, bon, on peut le retrouver dans la fiche du fonds, donc dans la fact sheet, on va avoir soit le pourcentage d'obligations par échéance, donc le pourcentage d'obligations qui vont être de 1 à 3 ans, le pourcentage de 3 à 5 ans, etc. Là, ça va nous renseigner à peu près sur la durée de vie moyenne des obligations qu'on va avoir au portefeuille. Ou bien le fonds peut aussi nous indiquer directement la duration, qui est une mesure de la sensibilité des obligations qu'on va avoir dans notre portefeuille. Et donc, plus la duration va être élevée, plus on va avoir un portefeuille qui va être sensible au taux d'intérêt. Voilà, c'est à peu près les deux informations qu'on va devoir vérifier si on veut faire notre travail correctement avant d'investir. J'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul, donc en se disant, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? On a parlé tout à l'heure, enfin, on a parlé sur l'épisode 2, il me semble, de la répartition entre actions et obligations. Oui, tout à fait, c'était l'épisode 2. Là, ce serait se dire, on prend un peu de recul, quelles seraient les bonnes pratiques, tu vois, lors d'achat d'obligations, particulièrement d'obligations individuelles. C'est là où il y a un peu plus de sélection à faire, quoi. Donc, d'après toi, voilà, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à connaître? Oui, ouais, bien sûr, il y en a. La première, c'est d'évaluer le risque qui est associé à l'émetteur de l'obligation qu'on va acheter, hein. Donc déjà, savoir est-ce qu'on a affaire à une obligation gouvernementale ou à une obligation d'entreprise? Si c'est une obligation gouvernementale, bah, de quel gouvernement il s'agit? Est-ce que c'est le gouvernement allemand dont les obligations sont considérées comme très sûres?
ou est-ce que c'est une obligation thaïlandaise dont le risque de défaut potentiel est peut-être pas forcément maximal, mais en tout cas plus élevé que celui d'une obligation du gouvernement allemand. Et après, si c'est une obligation d'entreprise, là, regarder de quelle entreprise il s'agit. Donc, ça peut impliquer de faire des recherches assez poussées sur l'entreprise en question, et puis de surtout suivre également l'actualité de l'entreprise, parce que voilà, ça peut évoluer aussi rapidement. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est la durée de l'obligation. Est-ce que c'est une obligation qui va être remboursée dans 1 an ou dans 20 ans, hein, selon. Dans les deux cas de figure, ça a pas du tout les mêmes applications, parce que si c'est une obligation qui va être remboursée dans 1 an, finalement le risque pris il est assez faible, parce que en 1 an il peut se passer moins de choses qu'en 20 ans, hein, c'est une palissade, mais disons que si on achète une obligation d'entreprise qui dure 20 ans, quel sera l'état de l'entreprise dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Ça peut être assez compliqué de se projeter, ou en tout cas, il y a des incertitudes. Tandis qu'une obligation à 1 an d'une entreprise, il va quand même se passer des choses durant cette année-là, mais on a quand même plus de certitude sur le fait que voilà, ça va pas forcément changer du tout au tout, hors événement exceptionnel évidemment, style Covid. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est le taux d'intérêt, donc le coupon qui va être délivré par l'obligation, et notamment en lien avec l'inflation. Donc là, on revient un petit peu sur le risque qui est lié à l'inflation. Donc c'est ce risque qu'ont les obligations, que le niveau d'inflation soit supérieur à l'obligation. Donc au moment où on achète une obligation individuelle, ça me paraît important de se dire, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient nous faire penser que l'inflation va augmenter? Et si c'est le cas, si on est dans une phase où l'inflation est déjà en train d'augmenter, bah, ça peut être intéressant de le prendre en compte, et d'éviter d'acheter une obligation qui va rémunérer un niveau inférieur à l'inflation. Voilà, ça c'est important également. La liquidité aussi, c'est-à-dire que acheter une obligation, ça peut être facile, une obligation individuelle, mais il peut aussi être utile de garder en tête qu'à un moment donné, on peut vouloir revendre cette obligation. Et, euh, et donc, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de privilégier une obligation qui va être cotée sur des marchés actifs, par exemple du style Euronext, si on pense avoir besoin de la liquider à un moment donné pour une raison X ou Y. Puis enfin, si on achète des obligations individuelles, il faudra quand même veiller à ce qu'on ait une bonne diversification de portefeuille, de pas acheter que des obligations identiques, hein, du même émetteur, de la même durée, parce que sinon ça apporte rien en termes de diversification. Si on a 50 obligations identiques, voilà, c'est le fameux adage ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, donc on peut investir dans des obligations de différents secteurs s'il s'agit d'obligations d'entreprise, mais aussi dans des obligations de différents pays, et aussi, pourquoi pas, avec différentes échéances. Voilà. Sachant qu'évidemment, hein, si on achète des obligations une par une, ça va être un peu plus compliqué à gérer que si on va aller chercher directement un fonds obligataire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, si on fait le choix d'acheter des obligations individuelles, il va falloir suivre régulièrement leur performance, et aussi l'évolution des conditions de marché, le mouvement des taux d'intérêt, la situation économique des pays ou entreprises dont on détient les obligations. Voilà, il faut être prêt à réévaluer nos investissements et ajuster le portefeuille obligataire si nécessaire. Pour conclure cette série, s'il y avait des recommandations un peu générales, mais des choses vraiment à savoir sur les obligations, pour récapituler un petit peu, un peu des penses-bêtes, des choses qu'il faudrait vraiment se dire, ok, les obligations, il y a ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous écoutent pour conclure cette série sur les obligations? La première chose, c'est de se rappeler qu'une obligation, c'est un titre de crédit, hein, ça correspond à une dette. Donc, lorsqu'on investit dans une obligation, en fait, on prête de l'argent à quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être une entreprise ou l'État. Alors, sauf si on achète l'obligation sur le marché secondaire. Dans ces cas-là, le prêt a déjà été octroyé, et on ne fait que transférer de l'argent à un autre investisseur qui nous vend l'obligation. Mais ça n'empêche que derrière ça, derrière ce titre-là, l'obligation, c'est un prêt. Donc, ce qui veut dire qu'il y a à la fois un coupon qui est distribué,
alors qui peut être soit capitalisé ou soit distribué directement, selon si on est dans un fonds capitalisant ou pas. Mais ça veut surtout dire que prêt égale risque. Donc il y a forcément un risque de non-remboursement qui existe, même si ce risque est très faible. Hein. Si on va chercher des obligations de très haute qualité, il y a assez peu de chances que ça arrive, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le second point, c'est qu'il faut s'attendre à ce que les variations de taux d'intérêt, il y a un impact sur nos obligations. Je pense qu'on en a pas mal parlé durant ces différents épisodes, mais ça, c'est un risque qui est vraiment hyper spécifique aux obligations, parce que souvent, on peut dire, oui, les taux d'intérêt montent ou baissent, dans quelle mesure ça va impacter les actions? Alors effectivement, ça peut impacter un petit peu les actions, mais les taux d'intérêt, c'est surtout un risque pour les obligations, de manière bien plus conséquente que pour les actions. Donc, il faut vraiment arriver à bien comprendre ce mouvement des taux d'intérêt et surtout ses implications pour les obligations, qui est que quand les taux montent, il faut s'attendre à ce que la valeur de nos obligations baisse et inversement. Un autre point aussi, c'est que comme pour les actions, quand on achète des obligations individuelles, ça peut être assez technique. On en a parlé dans la question précédente. Donc ce sera plutôt, je dirais, réservé aux investisseurs qui ont un petit peu d'expérience, qui sont un peu aguerris, voire passionnés par la question, et aussi et surtout qui sont prêts à vraiment passer du temps pour monitorer leur portefeuille. Tandis que les investisseurs qui sont soit un peu plus débutants ou alors qui n'ont pas forcément envie d'y passer beaucoup de temps, pour eux, les fonds obligataires vont être beaucoup plus intéressants parce que voilà, ils vont pré-mâcher une partie du travail en constituant un portefeuille obligataire qui va être évolutif au cours du temps. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas forcément besoin de se poser la question tiens, quelle obligation j'ai en portefeuille, est-ce que je dois la revendre ou pas, quelle obligation on doit acheter? Non, c'est le fonds qui va le faire tout seul pour nous. Donc tout ça, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et, euh, et dans cette sous-catégorie de fonds obligataires, il y a les ETF obligataires qui, eux, de par leur flexibilité sur le marché, qu'on peut acheter et vendre assez facilement, et de par aussi leurs frais de gestion qui sont bien plus faibles, me paraissent assez intéressants. Donc voilà, c'est grosso modo les fonds obligataires plutôt pour les investisseurs un peu plus passifs, voire débutants. Voilà, après ça veut pas dire que qu'ils vont être moins performants que des obligations individuelles, ça pas forcément bien, mais c'est plus une distinction entre investisseurs débutants et avertis. Et puis l'autre aussi peut-être le dernier point à prendre en compte, c'est que souvent on va pas forcément investir dans des obligations uniquement pour les obligations. Alors sauf peut-être dans le cas où on aurait une somme d'argent à faire travailler à court terme, soit une somme d'argent qui serait en attente d'un autre placement ou une somme d'argent qu'on voudrait garder à disposition à court terme de manière extrêmement liquide, ou tout simplement parce on aurait déjà blindé nos livrets et qu'on pourra pas verser plus. Dans ces cas-là, les fonds monétaires sont intéressants. Mais au-delà de ça, souvent, ce qu'on fait, c'est on investit dans des obligations pour contrer la volatilité des actions. Et donc, finalement, les obligations sont moins investies pour elles-mêmes que dans dans cette optique un petit peu de rééquilibrage comment dire, De contrebalancer un peu le risque lié au... de mitigation, d'arriver à définir lier un niveau de risque particulier sur un portefeuille, de pas dépasser un niveau de risque donné et de pouvoir un petit peu définir le niveau de risque qu'on souhaite avoir et un niveau de perte maximale. Donc là, je renvoie à l'épisode 2 et au tableau pour un peu plus de détails. Et voilà, dans ces cas-là, les obligations sont plus comme un complément par rapport aux actions. On arrive au bout de cette série sur les obligations. Un grand merci à toi, Antonin. Donc je rappelle pour te suivre, pour suivre ton blog, donc c'est apprendre à investir.net. On mettra aussi dans les liens de l'épisode différentes pages de ton blog pour que vous puissiez directement retrouver en fait certaines ressources qu'on a citées ou avoir un support écrit plus détaillé avec d'autres informations si vous souhaitez creuser ce sujet. Un grand merci, Antonin. Merci à toi, David. Merci pour ton invitation et à bientôt. À bientôt.